Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Webullition concocté par les étudiants du master journalisme et médias numériques de Metz. Voici les titres. Nous partirons à la découverte de la cuisine syrienne avec le restaurant La Guitoune à Metz. Léa Rifou reviendra sur le projet de loi relatif à l'immigration porté par le Sénat. Nous continuerons sur le thème culinaire avec Tim et Bastien qui ont lancé leur propre food truck en 2021. Puis nous irons dans les cuisines participatives qui fleurissent un peu partout en France. En fin d'émission, Noé Chaillot nous apportera un éclairage sur la grève des médecins menée depuis un mois. Mais pour commencer ce journal, revenons sur le conflit israélo-palestinien qui a repris en puissance depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. En France, nombreux sont les collectifs qui se mobilisent pour aider les populations sur place, notamment dans la bande de Gaza. Ce samedi 11 novembre, l'association France-Palestine Solidarité organisait une manifestation demandant un cessez-le-feu et une levée du blocus. La présidente de la branche Messine, Claude Abou Samra, a accepté de répondre à nos questions. Réponse au micro de Simon Young et Claire Fleuriel. Mais dès que ça a éclaté, on a essayé au niveau local de rassembler un petit peu tout ce qui pouvait se réunir pour dénoncer cette violence et pour rappeler à la fin de... Bon, voilà, le mot d'ordre, c'était halte au massacre à Gaza. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut rien envoyer. Et toutes les ONG d'aide humanitaire ont dit que ça ne sert à rien, il faut un cessez-le-feu. C'est impossible en 2 heures, puisque tout est contrôlé. L'aide humanitaire qui arrive, qui est à la porte de Gaza par le côté égyptien, elle est bloquée. Les Israéliens contrôlent tout. Ils ne laissent pas rentrer les camions. Alors il y a quelques camions d'aide qui rentrent, mais c'est rien. On craint toujours, quand on rassemble beaucoup de monde, on ne peut pas contrôler tout le monde. Donc on craignait des slogans en faveur du Hamas, par exemple, ou antisémites. Il n'y a rien eu, ni slogan, ni pancarte. Les gens étaient très, très respectueux, vraiment en colère, mais surtout profondément préoccupés par ce qui se passait. Et il n'y a eu aucun débordement. C'est pratiquement une souffrance de voir cette population, ces enfants, à qui on enlève tout espoir. Donc on se dit, quel avenir? C'est ça surtout. Alors que les Palestiniens, depuis 75 ans, ils essayent de maintenir justement un espoir d'une solution juste. Donc à chaque fois, il y a une mobilisation, mais ce qu'on regrette, c'est que ça dure le temps, où il y a des images, où on voit, après, ça passe dans le reste, il y a des guerres ailleurs. Merci. Ben, merci à vous. La FPS organisera d'ailleurs une soirée avec Gaza le 23 novembre, avec au programme une diffusion de films réalisés par des partenaires de l'association. Sujet plus léger, nous connaissons la cuisine italienne, mexicaine ou encore libanaise, mais avez-vous déjà goûté aux saveurs syriennes? Avec Léa Rifou, nous nous sommes aventurés dans le restaurant La Guitoune à Metz pour en apprendre davantage sur cette gastronomie. Mélange de saveurs libanaises et turques, la cuisine syrienne regorge de surprises. Peu connue des palais occidentaux, elle trouve cependant ses adeptes à Metz grâce au restaurant La Guitoune tenu par Refat Ashgareb. La spécialité syrienne, c'est beaucoup grand. Ça veut dire c'est un mélange entre le restaurant syrien, libanais, turquie. C'est à peu près pareil. Notre menu, elle vient de Syrie, sauf un plat qu'on a fait dans l'Arabie Saoudite. On utilise beaucoup le légume et le plus c'est le crème de sésame. Ce soir-là, le restaurant a fait salle comble. Une première pour certains, une habitude pour d'autres, comme Assil Aloussi, syrienne qui retrouve à la Guitoune les saveurs de son enfance. La place est très très bien, parce que je suis syrien, original.
J'aime la plate ici. C'est préparé actuellement comme ma mère, ma mère plate. So j'aime. We like as a people to sit down, to eat. Nous aimons nous poser, manger, partager la nourriture. C'est toujours une culture qui partage la cuisine. Nous aimons vraiment être ensemble. Nous essayons de discuter, communiquer de cette manière. C'est notre petit secret de communiquer à travers la nourriture, puis avec la musique et bien d'autres choses. Une culture conviviale où le partage est placé au premier plan, jusque dans les cuisines de ce restaurant où mari et femme travaillent ensemble. Maintenant, retrouvons Léa Riffaut pour parler d'un projet de loi relatif à l'immigration porté par le Sénat. La suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, réservée aux étrangers en situation irrégulière. Bonjour Léa. Bonjour Cassandra. En effet, le 7 novembre, le Sénat a adopté la suppression de l'aide médicale d'État, transformant ce dispositif en aide médicale d'urgence. Cette mesure ne figurait initialement pas dans le projet de la loi immigration du gouvernement. Celui-ci ne s'est cependant pas opposé à la décision de la droite sénatoriale qui a fait voter cette suppression. Aujourd'hui, l'AME prend en charge 100% des soins médicaux et hospitaliers dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Elle est réservée aux sans-papiers en France depuis au moins 3 mois, dont le revenu est inférieur à 810 € par mois. Le Sénat et la droite française voudraient donc modifier cette AME en un dispositif plus restreint et plus strict d'accès, l'aide médicale d'urgence. Premièrement, pour des raisons économiques. Selon le journal Le Monde, en 2022, l'AME comptait 415 000 bénéficiaires, ce qui représente 1,16 milliard d'euros par an, soit 0,47% des dépenses de l'assurance maladie. L'aide médicale d'urgence aurait pour objectif de ne couvrir que les soins médicaux et hospitaliers d'urgence. Une mesure contre-productive, car en prenant en charge les patients tardivement, le problème s'aggrave et les coûts augmentent. La droite est donc bien motivée à rendre la vie des gens encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà, et ce, quoi qu'il en coûte. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Oui, en effet. Alors la deuxième raison serait de lutter contre l'immigration, prétextant que les gens immigrent en France pour profiter de cette aide. Là encore, la droite se trompe, puisque selon le journal Le Monde, en 2019, seulement 51% des personnes éligibles ont bénéficié de l'aide médicale d'État. La plupart des migrants n'ont en fait pas forcément conscience que cette aide existe. Selon Médecins du Monde, en 2022, c'est même 86,5% des patients reçus dans les centres de l'ONG et éligibles à l'aide médicale d'État qui n'étaient pas couverts par le dispositif. La droite ment, mais pas les chiffres. 3 500 médecins ont signé une déclaration de désobéissance, s'engageant à continuer à soigner ces patients gratuitement, même si cette loi venait à être adoptée. Moi, médecin, déclare que je continue à soigner gratuitement les patients sans papier, selon leurs besoins, conformément au serment d'Hippocrate que j'ai prononcé. Voilà ce que disait cette déclaration dans un appel transmis samedi 11 novembre à l'AFP. Dommage qu'il n'y ait pas de serment d'Hippocrate en politique. Il n'y a déjà pas de casier vierge, alors bon... En tout cas, la loi n'est pas encore passée, puisqu'elle doit encore être discutée à l'Assemblée nationale en décembre. Il y a cependant peu d'espoir que l'aide médicale d'État soit conservée, puisque Gérald Darmanin, lui-même, s'est dit favorable à cette mesure, qu'il qualifie de bon compromis alliant fermeté et humanité. En termes d'humanité, je pense qu'on peut faire confiance à l'homme qui trouve Marine Le Pen un peu trop molle. Merci Léa. Merci Cassandra. Même précarité, mais un autre sujet. Des initiatives sont mises en œuvre pour les étudiants. C'est le cas de Tim et Bastien qui ont lancé leur propre food truck en 2021. Ils proposent des repas végétariens comportant des produits frais et issus de l'agriculture biologique. Nos journalistes, Camille Varry et Vin, sont allés à leur rencontre. En place depuis 8h30, Aurane et Tiffaine s'activent au food truck Tim et Bastien. Elle cuisine le menu du jour pour une quarantaine d'étudiants de l'IUT Brabois de Villers-lez-Nancy. Là, dans le four, on a les butternuts avec de l'huile d'olive, de l'oignon, de la sauge, un petit peu de poivre. On fait butternut rôti. Ça va être servi avec des lentilles, ou une sauce au citron et aux herbes. Tu
Pour répondre à la précarité étudiante, le food truck propose des plats accessibles à tous et s'aligne sur les prix du Crous. Sa particularité, le 100% végétarien. L'idée c'est d'aider vraiment juste les étudiants à se nourrir et voilà, on vise des campus déjà où il y a assez peu de restauration en général. Et même quand il y a de la restauration, par exemple, voilà, nous on propose une offre végétarienne pour intéresser certains. Et ça fait toujours un peu plus à manger. On fait des plats végétariens parce que, déjà pour essayer de végétaliser un petit peu les assiettes par rapport à voilà, une alimentation durable, on essaie de s'inscrire dans le contexte de la transition alimentaire. Donc on essaie de faire par rapport à ça, mais aussi parce que si on veut rester sur des produits vraiment de qualité, si on veut faire de la viande de qualité, ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher et donc on ne pourra plus respecter ces prix-là. Malgré la pluie, Joé et Pauline se retrouvent au food truck, comme à leur habitude. J'apprécie plus aller à la cafette tout le temps les mêmes repas. Là ça change et je crois que j'ai jamais autant découvert de différents aliments que ici, quoi. Je suis vraiment un gros viandard et je sais que je mange pas assez de légumes personnellement et venir là ça me permet vraiment de découvrir des choses et d'avoir une alimentation beaucoup plus végétale qu'avant. Le food truck est d'ordinaire réservé aux étudiants. C'est donc jour de chance pour cet enseignant-chercheur en agronomie et environnement. J'habite pas tout à fait à côté, donc pour les pauses midi c'est vraiment très pratique et c'est quand même une autre démarche que le Crous. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas habitués, je pense. Dans le Crous, donc qui est juste à quelques mètres, il y en a aussi, mais souvent c'est pas super bien fait. Type c'est un repas mais il n'y a juste pas de viande, mais c'est pas des trucs un peu spéciaux, un peu intéressants, parce qu'on peut faire des trucs très bien épicés ou pas. Moi j'aime bien quand c'est épicé. Après l'IUT Brabois, ce sera au tour d'autres campus nancéens d'accueillir Tim et Bastien. Pour continuer sur le thème culinaire, parlons des cuisines participatives. Elles fleurissent un peu partout en France pour favoriser le lien social entre les convives. Le but est de cuisiner et de partager un repas ensemble avec une participation financière libre. Dans ce cadre, Manon Delassus et Mathilde Brision sont parties à la rencontre de l'association Les Petites Cantines à Metz. En France, 11 millions de personnes se sentent seules selon l'étude Solitude 2022. Certaines initiatives sont prises pour contrer l'isolement social. L'association Les Petites Cantines propose des repas conviviaux pour créer de la cohésion. On propose des ateliers de cuisine, les gens peuvent venir cuisiner tous ensemble. Et ensuite, il y a des gens qui peuvent nous rejoindre pour manger. C'est comme à la maison en fait, donc on cuisine ensemble, on mange ensemble et après on débarrasse ensemble. Donc on fait aussi la vaisselle ensemble, ça permet de nouveau de créer du lien en fait entre les gens. Les profils des participants sont variés. Frédéric est venu manger avec ses enfants. Je viens manger ici pour la première fois ce soir, mais j'avais déjà pris un goûter il y a quelques temps, il y a quelques semaines. On a pu profiter de la convivialité, du bon gâteau au chocolat. J'ai bien aimé l'ambiance, de parler avec des gens, comme je disais, des gens qu'on ne connaît pas. En fait, c'est ce qui est bien par rapport à d'autres restaurants, c'est que quand on vient, même si on est tout seul, on sera de toute façon accueillis autour d'une grande table et on ne mangera pas tout seul. Donc il y a des gens qui vivaient cette solitude-là, qui étaient nouvellement retraités et qui avaient perdu un petit peu le contact via le travail, etc. L'association permet aussi aux retraités de retrouver un lien social. Il y a une mamie là qui vient maintenant tous les mercredis et en fait elle sortait plus de chez elle parce que suite aussi au décès de son mari et donc elle est super contente maintenant de revenir sur Metz parce qu'elle habite pas Metz même et elle est super contente en fait de ressortir et de temps en temps elle passe même en semaine hors mercredi et nous faire un petit coucou on l'a retrouvée avec une joie de vivre, ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Pour terminer l'émission, retrouvons Noé Chaillot. Bonjour Noé. Bonjour Cassandra. Après l'échec des négociations entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats de médecins généralistes en fin d'année 2023, les médecins se sont mis en grève le vendredi 13 octobre dernier en ayant les mêmes revendications, des tarifs de consultation plus élevés. Alors, qu'est-ce que cette grève a changé? Qu'en est-il de la situation ? Eh bien, cette grève a été entendue par le gouvernement puisque depuis le 1er octobre, la tarif d'une consultation chez le médecin généraliste coûte 26,50 € et non 25 €. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a annoncé que l'augmentation de cette tarification serait progressive et n'aurait aucun impact sur les patients qui seraient remboursés.
La grève a aussi permis de renouer le dialogue entre les médecins généralistes et la sécurité sociale, puisque depuis fin octobre, des représentants de la CNAM échangent avec les syndicats de médecins généralistes en visioconférence. La médecin Élise Frey, présidente du syndicat Réagir, nous a confié suite à son rendez-vous en distanciel qu'elle s'est sentie écoutée et que la Sécu semblait mettre de la bonne volonté pour améliorer les conditions de travail des médecins. Et qu'est-ce que demandent les syndicats de la sécurité sociale et au gouvernement ? Eh bien concrètement, les syndicats demandent que la profession soit plus attractive, que les démarches liées à l'installation des jeunes médecins dans des cabinets soient plus simples. Ils ne veulent pas une simple augmentation de la tarification des consultations, mais une augmentation en fonction de la complexité de la consultation. Les médecins voient 15 à 20 patients par jour, d'après le syndicat MG France, mais ils n'ont pas tous les mêmes symptômes. Les consultations ne prennent alors pas le même temps. Le médecin secrétaire général du syndicat MG France, Jean-Christophe Neugrette, a lui aussi négocié avec la CNAM récemment. Pour lui, cette hausse du prix de la consultation de 1,50 € à partir du 1er novembre est un bon début, mais il espère qu'elle va tendre vers les 30 € à cause de l'inflation qui touche tout le monde, même les médecins généralistes. Ils ont des charges d'électricité, de chauffage et d'informatique avec des logiciels à payer comme Doctolib qui coûtent 130 € par mois. Ils doivent aussi payer leurs secrétaires, des charges patronales. En bref, tout cela représente environ 47% des salaires des médecins, nous a confié Jean-Christophe Neugrette. Et comment les négociations vont-elles évoluer ? Le plus gros des négociations reste à venir durant tout le mois de novembre. Pour l'instant, les syndicats se sentent compris et écoutés, mais ce n'est que le début des négociations. Et il est impossible de savoir si la sécurité sociale va répondre aux revendications des syndicats sur le long terme, notamment en rendant la médecine plus attractive, avec une hausse progressive de la tarification des consultations et en donnant plus d'aide à l'installation des jeunes médecins. Les médecins s'accordent aussi pour dire qu'il faut que les remplaçants soient intégralement payés, puisqu'à l'heure actuelle, ils n'ont que 70 à 80% des honoraires qu'ils reçoivent, d'après MG France. Le reste est versé aux médecins qui possèdent le cabinet, c'est ce qu'on appelle une rétrocession. La sécurité sociale semble plutôt favorable à cette demande, mais les médecins restent sur leur garde. Pour Élise Frey, rien n'est joué, ce n'est qu'une partie de chauffe à l'heure actuelle. Merci beaucoup Noé pour cet éclairage. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, aux techniciens, à la réalisatrice et à toutes les personnes qui ont participé à la conception de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur le site webulition.info. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée.